Pour mon anniversaire, mon père m'a envoyé un texto glacial, n'attends personne. J'ai cru à une mauvaise blague. Puis, j'ai vu la photo sur les réseaux sociaux, toute ma famille, tout sourire, en vacances au ski dans les Alpes, sans moi. La légende disait, enfin réunis. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 28 appels manqués. Ils pensaient pouvoir m'effacer tout en continuant de vivre à mes crochets. Ils avaient tort. Leur cauchemar ne faisait que commencer. Avant de vous raconter toute mon histoire, cette trahison qui a fait de moi une autre femme, dites-moi d'où vous m'écoutez. Quelle heure est-il chez vous, dans quelle ville, quel pays? J'aimerais savoir jusqu'où mon histoire résonne, jusqu'où mon combat peut inspirer d'autres personnes qui, peut-être comme vous, se sentent seules face à l'injustice. Je m'appelle Éléonore, et ce soir-là, j'allais avoir 38 ans. Depuis des semaines, je m'étais investie corps et âme dans la préparation de cet événement. Ce n'était pas juste un dîner. C'était un symbole, une tentative désespérée de recoller les morceaux d'un vase familial que je sentais se fissurer depuis des années. J'avais choisi avec un soin infini un authentique bouchon lyonnais dans le Vieux-Lyon, un de ces cocons de chaleur et d'histoire. J'avais passé un temps fou à discuter avec le chef pour élaborer un menu qui plairait à chacun. Pour papa, un tablier de sapeur bien croustillant. Pour maman, une quenelle de brochet sauce nantois, son plat préféré. Pour Maxime, un saucisson brioché, réconfortant comme les plats de notre enfance. Chaque détail était une offrande, une prière silencieuse pour que la soirée se déroule sans accroc. Debout dans le petit salon privé que j'avais réservé, je laissais mon regard errer sur la table dressée. La lumière tamisée des appliques murales se reflétait sur les verres en cristal, les couverts en argent brillaient sur la nappe à carreaux rouges et blancs. Une douce odeur de cire d'abeille et de vin rouge flottait dans l'air. C'était un décor de bonheur, une scène prête pour une pièce qui, je l'espérais, ne tournerait pas au drame. Ma grand-mère Augustine, mon ancre, mon modèle de force tranquille, m'avait toujours dit, la famille, c'est comme un vieil arbre. Ses branches partent parfois dans des directions différentes, mais ses racines restent communes. C'est elle qui m'avait donné le courage et les moyens de démarrer. Le petit héritage qu'elle m'avait laissé n'était pas colossal, mais il était chargé de sa confiance en moi. J'avais fait fructifier cet héritage, transformant chaque centime en brique, chaque brique en mur, chaque mur en immeuble. Aujourd'hui, je gérais un petit patrimoine de 25 appartements. J'étais devenue la branche la plus solide de cet arbre familial, mais j'avais l'impression de porter seule tout le poids des autres branches mortes. J'essayais de maintenir l'arbre en vie, peut-être par loyauté envers la mémoire de ma grand-mère. Mon père, Gérard, était la racine la plus abîmée. La faillite de son entreprise de BTP dans les années 90 l'avait anéanti. Il n'avait jamais accepté cet échec, et depuis, il vivait dans une quête effrénée de respectabilité. Ma réussite était devenue sa prothèse d'orgueil. Il se pavanait en parlant de « notre empire immobilier », s'attribuant le mérite de mes longues nuits de travail. Ma mère, Sylvie, était sa complice silencieuse. Elle avait renoncé à sa propre vie pour panser les plaies de son mari. Elle était d'accord avec tout, mais parfois, dans un moment d'inattention, son regard trahissait une lassitude infinie. Mon frère, Maxime, était le parasite parfait. Charmant en surface, mais creux à l'intérieur. À 35 ans, il vivait toujours dans l'illusion qu'il allait percer avec sa prochaine idée de génie. Ces start-up étaient des gouffres financiers que je renflouais sans cesse, par pitié, par habitude. Il y a 6 mois, il était venu me voir, les yeux brillants, pour me parler d'une application révolutionnaire. J'avais signé un chèque de 20 000 €. L'application n'avait jamais vu le jour. L'argent, lui, avait disparu. Le véritable point de friction, celui qui avait transformé les fissures en crevasses, c'était Bastien. Mon compagnon depuis 3 ans. Bastien est tout ce que ma famille n'est pas, simple, honnête, travailleur. Il n'a pas fait de grandes écoles, il n'a pas de nom de famille ronflant. Il a un garage automobile, et ses mains portent les stigmates de son travail. Ma famille le méprisait pour ça. Je me souviens d'un dîner de Noël où mon père lui avait demandé, avec un sourire condescendant, s'il arrivait à s'en sortir avec son petit commerce. Bastien avait répondu calmement qu'il était fier de son travail et qu'il n'avait de dette envers personne.
Le silence qui avait suivi avait été glacial. Ce soir, je voulais briser cette glace. Je voulais qu'il voie l'homme que j'aimais, sa gentillesse, son intelligence, sa loyauté. J'avais naïvement cru qu'une soirée, une table, un repas partagé pourrait suffire. J'ai regardé ma montre. Il était 19h45. Bastien allait arriver, et eux aussi. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer les battements de mon cœur. C'est là que mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai sorti. Un message de mon père. Mon cœur s'est arrêté de battre avant même que je lise. Puis mes yeux ont vu les mots. 5 mots. 5 mots qui n'étaient pas une annulation, mais une exécution. Le message était là, gravé en lettres noires sur l'écran blanc. N'attends personne. On a eu un imprévu. Chaque mot était un éclat de verre. Le ton neutre, presque administratif, rendait la gifle encore plus violente. Un imprévu. Le mot était une insulte à mon intelligence. Un imprévu collectif, simultané, qui touchait 4 personnes en même temps? La probabilité était nulle. Je suis resté là, au milieu de ce salon qui devait être le théâtre de la réconciliation, et qui devenait celui de ma solitude. Le bruit découvert, les rires étouffés venant de la salle principale du restaurant, tout me semblait assourdissant, irréel. Mon cerveau refusait d'accepter l'information. Je relisais le message en boucle, comme si à force de le fixer, les mots allaient changer, se transformer en une blague, une erreur. C'est à ce moment que Bastien est entré. Il portait la cravate que je lui avais offerte, un peu mal à l'aise mais avec un immense sourire. Son sourire s'est figé net en voyant mon visage. En 3 ans, il avait appris à lire en moi comme dans un livre ouvert. Il n'a pas posé la question fatidique, « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a simplement posé le paquet cadeau qu'il tenait sur la table, s'est approché et a pris ma main dans les siennes. Il n'a rien dit. Il est juste resté là, sa présence solide et chaude comme un phare dans la tempête qui venait de se lever en moi. Je ne sais pas quelle pulsion m'a guidée. Un besoin de comprendre, ou peut-être de me faire encore plus mal pour être sûr de ne jamais oublier. Mes doigts, mus par une volonté propre, ont ouvert l'application de ce réseau social où tout n'est qu'apparence et mise en scène. Et la mise en scène que j'ai découverte m'a laissé sans voix. La première publication qui est apparue était celle de ma tante Corinne, publiée il y a moins d'1 heure. C'était une photo. Une photo qui hurlait leur bonheur et ma solitude. Ils étaient tous là. Tous les 4. Sur le balcon ensoleillé d'un chalet luxueux à Courchevel. Mon père, au centre, torse bombé, un verre de champagne à la main, affichant un air de patriarche comblé. Ma mère, contre lui, riant aux éclats, un bonheur factice ou réel, je ne saurais le dire. Ma tante Corinne, avec son sourire en coin, l'air de dire « Regardez comme nous sommes heureux entre nous ». Et Maxime. Mon frère. Il me regardait à travers l'objectif. Son sourire n'était pas joyeux. Il était triomphant. C'était le sourire du bourreau qui contemple sa victime. Et puis, il y avait la légende. La légende qui transformait la trahison en assassinat. 2 mots, enfin réunis. Le souffle m'a manqué. J'ai dû m'asseoir. Enfin. Ce simple adverbe redéfinissait toute ma place dans cette famille. J'étais l'élément perturbateur. L'intruse. Celle dont l'absence permettait enfin la réunion. J'ai regardé les détails. Leur tenue de ski griffée, les bouteilles de champagne hors de prix sur la table, le décor somptueux. Tout cela, c'était moi qui l'avais financé, indirectement. Mon travail, mes sacrifices, servaient à payer les vacances où l'on célébrait mon exclusion. La nausée m'est montée à la gorge. Bastien a regardé l'écran par-dessus mon épaule. Je l'ai senti se raidir. Sa main s'est resserrée sur la mienne. Il a pris le téléphone, l'a fermé et l'a posé face contre la table. Ça suffit, a-t-il dit d'une voix sourde. On s'en va. Il m'a aidé à me relever. J'étais comme une automate. Nous avons traversé le restaurant. Le serveur, qui nous avait accueillis si chaleureusement, nous a regardés partir, l'air désolé. Il avait compris. J'ai senti le regard des autres clients sur moi, un mélange de pitié et de curiosité. J'ai relevé la tête.
Je ne leur donnerai pas le plaisir de me voir m'effondrer. Une fois dehors, l'air froid de la nuit lyonnaise m'a giflé. C'est là que j'ai sorti mon téléphone à nouveau, sous le regard inquiet de Bastien. J'ai rouvert la publication. J'ai écrit un commentaire. Un seul. Quelle coïncidence. Puis j'ai bloqué leur numéro. Tous. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. L'image de leur visage souriant tournait en boucle dans mon esprit. La douleur était si intense qu'elle en devenait physique. Mais sous la douleur, une autre émotion commençait à émerger. Une rage froide, pure, presque minérale. Ils avaient semé le vent. Ils allaient récolter une tempête. Que feriez-vous à ma place? Quand la trahison vient de votre propre sang, quelle est la limite à ne pas dépasser? Faut-il tendre l'autre joue ou rendre coup pour coup? Partagez vos pensées dans les commentaires, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule à m'être sentie si seule. L'aube du 19 septembre s'est levée sur une nouvelle femme. La Éléonore de la veille, celle qui espérait encore, qui était prête à pardonner l'impardonnable, était morte dans ce restaurant désert. La femme qui s'est assise à son bureau ce matin-là était froide, méthodique, chirurgicale. Le chagrin n'avait pas disparu, il s'était métamorphosé en un carburant puissant, la détermination. Bastien m'a préparé un café, l'a posé à côté de mon ordinateur sans un mot. Il a compris qu'il ne fallait pas me parler. Il a compris que j'étais entré dans ma zone de guerre, et que je devais mener cette bataille seule. Mon bureau, d'habitude un lieu de création et de développement, est devenu une salle de commandement. Mes armes n'étaient pas des fusils, mais des clauses de contrat, des lignes de crédit, des lois sur l'immobilier. J'allais les frapper là où ça leur ferait le plus mal. Non pas leur cœur, ils avaient prouvé qu'ils n'en avaient pas. Mais leur portefeuille. Leur confort. Leur précieux statut social. Sur le coin de mon bureau, il y avait une photo de famille. Une vieille photo jaunie prise lors d'un été en Bretagne. J'avais 10 ans, Maxime 7. Nous étions souriants, insouciants. Pendant des années, cette photo avait représenté pour moi la nostalgie d'un bonheur perdu. Ce matin, je n'y voyais plus que le prologue d'une longue histoire de mensonges. J'ai ouvert un tiroir et j'ai glissé la photo à l'intérieur, face contre le bois. Je ne voulais plus la voir. Mon premier acte de guerre fut numérique. J'ai ouvert mon logiciel de gestion locative. J'ai affiché la liste de mes locataires. Et là, en surbrillance, leurs noms. Gérard et Sylvie Renaud. Maxime Renaud. Corinne Dubois. Les parasites. J'ai accédé à leur dossier. Leur loyer était une blague. Une insulte à tous mes autres locataires qui peinaient à payer le prix du marché. J'ai rédigé la première lettre. Destinataire, Gérard et Sylvie Renaud. Objet, notification de non-renouvellement de bail aux conditions actuelles et proposition de nouveaux bails. Le langage était impersonnel, juridique. Je leur expliquais que leur bail arrivant à échéance, je leur proposais un nouveau contrat. Le loyer passait de 7 cents à 2100 € par mois, le prix réel pour un T4 avec balcon dans le quartier de la Croix-Rousse. J'ai joint le diagnostic de performance énergétique et les références des loyers du quartier. Tout était impeccable, inattaquable. J'ai cliqué sur « Envoyer en recommandé électronique ». J'ai fait la même chose pour Maxime. Son T2 passait de 5 cents à 1400 €. Puis pour ma tante Corinne. Son studio passait de 4 cents à 950 €. En moins de 30 minutes, j'avais potentiellement augmenté mes revenus locatifs de plus de 3000 € par mois. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de principe. Leur privilège était terminé. Ma deuxième offensive fut plus stratégique. J'ai attrapé mon téléphone. Pas pour appeler ma famille, mais mon agent immobilier, Hélène. Une femme d'affaires aussi redoutable qu'efficace. Hélène, bonjour, c'est Éléonore. J'ai une mission pour vous. Je t'écoute, a-t-elle répondu, sentant l'urgence dans ma voix. Le local commercial que je loue à mon frère, rue de la Tissot, à Vèze. Je veux le vendre. Et vite. Un silence. Il y a un problème? Disons que je restructure mon portefeuille. Je sais que le promoteur qui a racheté l'entrepôt voisin lorgne sur ce terrain. Appelez-le.
Dites-lui que la vente peut se faire sous 48 heures s'il y met le prix. Je veux une offre ferme avant la fin de la semaine. Compris, a dit Hélène. Elle n'a pas posé plus de questions. C'est pour ça que je l'appréciais. J'ai passé le reste de la journée à travailler, d'une traite, sans pause déjeuner. Je me suis plongé dans des dossiers complexes, des bilans prévisionnels, des études de marché. Le travail était mon anesthésiant. La réaction est arrivée à 19h03 précise. Le premier message, de ma mère, était mielleux et inquiet. J'ai lu, et j'ai effacé. Puis la fureur de Maxime s'est déchaînée en une dizaine de messages remplis de fautes d'orthographe et d'insultes. Je n'ai pas lu au-delà du 3e. Enfin, ma tante Corinne a tenté la carte de la culpabilisation, un long monologue sur l'ingratitude filiale. J'ai bloqué son numéro. Le téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai laissé sonner. 1 fois. 2 fois. 8 fois. Puis le silence. Bastien est rentré à ce moment-là. Il m'a vu, le visage fermé, fixant mon téléphone silencieux. Alors, a-t-il simplement demandé. La phase 1 est terminée, ai-je répondu. Il a posé sa main sur mon épaule. Il ne s'attendait pas à ça. Non, ai-je dit. Il ne s'attendait pas à ce que je me défende. Mais ils ne savent pas encore jusqu'où je suis prête à aller. Le plus dur n'était pas d'envoyer ces messages. Le plus dur serait de tenir bon quand ils essaieraient de défoncer ma porte. Et je savais qu'ils allaient le faire. Le silence qui a suivi ma première salve a duré exactement 48 heures. C'était un silence lourd, menaçant, le genre de calme qui précède un orage violent. Je savais qu'ils se concertaient, qu'ils préparaient leur riposte. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si rapide, ni si directe. Mardi soir, vers 20h, la sonnette de mon interphone a retenti. Pas un nom. Juste une pression longue et insistante. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Bastien était encore à son garage, il avait une urgence. J'étais seule. J'ai allumé l'écran du visiophone. Leurs visages sont apparus, déformés par l'objectif grand angle. Mon père et ma mère. Gérard avait l'air furieux, ses lèvres pincées en une ligne fine. Sylvie avait revêtu son masque de tragédienne, les traits tirés, au bord des larmes. J'ai hésité une seconde. Ne pas ouvrir. Les laisser dehors. Mais non. Fuir n'était pas une option. Plus maintenant. J'ai appuyé sur le bouton d'ouverture. C'était mon appartement. Mon territoire. Le combat aurait lieu ici. Ils sont montés, et sont entrés dans mon salon sans même un bonsoir. Mon père s'est planté au milieu de la pièce, les mains sur les hanches, comme un général inspectant un champ de bataille. C'est quoi, ce cirque, Éléonore, a-t-il attaqué d'emblée, sa voix chargée de mépris. Tu as perdu la tête? Tu crois que tu peux nous jeter à la rue comme de vulgaires locataires? Ma mère a aussitôt pris le relais, sa voix chevrotante. Ta tante nous a appelés, en pleurs. Maxime est inconsolable. Tu es en train de détruire cette famille. Pour un dîner raté? C'est une réaction d'enfant, ma chérie. Un dîner raté. Un caprice d'enfant. Leurs mots minimisaient leur acte, le réduisaient à une peccadille pour mieux me faire porter le chapeau de la méchante. Je suis restée adossée au plan de travail de ma cuisine, créant une distance physique entre nous. J'ai croisé les bras, un rempart fragile contre leur assaut. Ce n'était pas un dîner raté, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. C'était une humiliation publique. Une trahison. Et ce que je fais n'est pas une réaction d'enfant. C'est une décision d'adulte qui en a assez d'être traité comme un portefeuille sur pattes. Mon père a fait un pas vers moi. Comment oses-tu? Nous t'avons tout donné. Nous t'avons élevé, soutenu. Tu ne serais rien sans nous. Sans vous? J'ai failli m'étouffer. C'est une blague? Qui paie le loyer de votre appartement depuis 5 ans? Qui a remboursé le prêt de ta voiture, papa? Qui a financé les 3 dernières entreprises fantômes de Maxime? Sans moi, vous ne seriez rien. Et c'est ça, la vérité. Chaque mot était une pierre que je leur lançais, une pierre que j'avais gardée dans ma poche pendant des années. Ma mère a mis une main sur son cœur, feignant une attaque.
Comment peux-tu être si cruel? Moi, cruel? J'ai levé la voix pour la première fois. Cruel, c'est de laisser sa propre fille seule le jour de son anniversaire pour aller frimer sur les pistes de ski avec l'argent qu'elle a durement gagné. Ça, c'est cruel. C'est à cet instant, au paroxysme de la fureur, que mon téléphone, posé sur le plan de travail, a vibré. Une notification par email. Habituellement, je l'aurais ignoré. Mais le nom de l'expéditeur a attiré mon attention, service de sécurité, ma banque. L'objet était sans équivoque, alerte de sécurité, tentative de demande de prêt en votre nom. Mon sang s'est retiré de mon visage. J'ai déverrouillé mon téléphone. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert l'email. Les détails étaient là, en noir et blanc. Une demande de prêt professionnel. Montant, 75 000 €. Organisme demandeur, Maxime Renault, Consulting et Innovation. Et la garantie proposée pour ce prêt était cet appartement même. Mon domicile. Il y avait en pièces jointes une copie de ma carte d'identité et un justificatif de domicile. Des documents qu'il m'avait sûrement volés lors de sa dernière visite. Et une signature au bas du formulaire. Mon nom, grossièrement imité. La pièce s'est mise à tourner. Ce n'était plus de la trahison. C'était un crime. Une tentative d'escroquerie. Il avait essayé d'hypothéquer ma maison pour financer ses délires. J'ai levé la tête, le téléphone à la main. J'ai fixé ma mère. Tu savais, ai-je soufflé. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Elle a baissé les yeux. Son silence était un aveu assourdissant. Il est aux abois, Éléonore, a-t-elle murmuré. Il ne voulait pas te faire de tort, il voulait juste me voler, ai-je hurlé. Il voulait me voler. Sans réfléchir, j'ai cherché le numéro du service des fraudes de la banque, celui indiqué dans l'email. J'ai appuyé sur « Appeler » et j'ai mis le haut-parleur. Service des fraudes, bonjour, a dit une voix professionnelle. Bonjour, ai-je répondu, ma voix blanche de rage. Je vous appelle concernant une tentative de fraude sur mon compte. Mon nom est Éléonore Renault. Arrête, a crié mon père, essayant de me prendre le téléphone. Je l'ai esquivé. J'ai exposé les faits, clairement, précisément. Le nom de mon frère. Le montant. La falsification. La femme au bout du fil a tapé sur son clavier. Je vois le dossier. La demande a été bloquée par nos systèmes de sécurité. Je vous remercie de votre confirmation. Nous allons lancer une procédure. Voulez-vous déposer plainte? Mes parents me regardaient, horrifiés. Oui, ai-je dit sans hésiter. Oui, je veux déposer plainte. J'ai raccroché. Le silence dans la pièce était total. Sortez, ai-je dit, ma voix n'étant plus qu'un murmure glacial. Sortez de chez moi. Et ne revenez jamais. Ils sont partis comme des automates. Sur le seuil, mon père s'est retourné. Tu le regretteras. On ne trahit pas sa propre famille. J'ai ri. Et j'ai claqué la porte. J'ai réalisé à ce moment-là qu'ils n'étaient plus ma famille. Ils étaient devenus mes ennemis. Et le pire, c'est que je ne savais même pas encore à quel point ils étaient prêts à aller loin. La porte s'est refermée dans un claquement sec qui a résonné dans l'appartement et dans ma tête. Je suis resté le dos appuyé contre le bois, les jambes tremblantes, le cœur battant à tout rompre. J'avais déposé plainte contre mon propre frère. J'avais chassé mes parents de chez moi. J'avais franchi le point de non-retour. L'épuisement m'a submergé, un épuisement non pas physique, mais émotionnel. J'ai glissé le long de la porte jusqu'à m'asseoir par terre, la tête entre les mains. Le lendemain, j'étais un fantôme. J'errais dans mon appartement, incapable de me concentrer, ressassant en boucle la scène de la veille. C'est l'appel de Julien qui m'a tiré de ma torpeur. Sa voix était inhabituellement sérieuse. Éléonore, il faut que je te voie. C'est urgent. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Quand il est arrivé, son visage grave a confirmé mes craintes. Il n'a pas tourné autour du pot. J'ai eu un retour de mon client, le promoteur dont je t'avais parlé, a-t-il commencé. Il a refusé l'offre de Maxime, bien sûr.
Mais il m'a raconté toute la conversation. Et c'est pire que ce que tu imagines. Il a fait une pause, cherchant ses mots. Éléonore, Maxime ne se contente pas de dire que tu es dépressive. Il a monté un dossier. Il a rassemblé de faux témoignages, soi-disant de voisins et des amis de la famille, qui attestent de ton comportement erratique et irresponsable. Il a même contacté un médecin complaisant pour obtenir un certificat médical parlant de burn-out sévère avec risque de trouble du jugement. Point. Chaque mot de Julien était un coup de poignard. Un dossier. Un médecin complaisant. C'était prémédité. C'était une conspiration. Ils n'essayaient pas seulement de me voler. Ils essayaient de m'effacer légalement, de me priver de mes droits, de ma volonté, de mon identité. Me faire passer pour folle pour prendre le contrôle. C'était un scénario digne d'un mauvais film, mais c'était ma réalité. Son objectif, a conclu Julien, la voix sombre, est de demander une mise sous tutelle. Il veut devenir ton tuteur légal pour protéger tes biens. Protéger mes biens de moi-même. L'ironie était si cruelle qu'elle me donnait la nausée. Alors que j'étais au fond du gouffre, pensant que je ne pourrais pas tomber plus bas, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché machinalement. Allô, mademoiselle Renaud ? Maître Valois à l'appareil. La voix était celle d'un homme très âgé. Maître Valois. Le notaire de ma grand-mère, qui avait pris sa retraite il y a bien longtemps. Pourquoi m'appelait-il ? Maître ? Est-ce qu'il y a un problème avec la succession ? Au contraire, ma chère enfant, au contraire, a-t-il dit avec une douceur paternelle. Je vous appelle car je pense qu'il est temps d'honorer les dernières volontés de votre grand-mère Augustine. Je ne comprenais pas, mais tout a été réglé après son décès. Pas tout à fait, a-t-il expliqué. Votre grand-mère était une femme d'une intelligence et d'une prévoyance rares. Elle vous aimait plus que tout, mais elle connaissait aussi les faiblesses des autres membres de votre famille. Elle avait peur qu'ils ne profitent de votre bonté. C'est pourquoi elle a rédigé un second testament, un acte secret qu'elle m'a confié en personne, avec des instructions très claires. Je me suis assise, le cœur battant. Ces instructions, a continué le vieux notaire, étaient les suivantes. Je ne devais vous révéler l'existence de ce document que le jour où vous prendriez la décision, par vous-même, de couper définitivement les ponts financiers avec votre famille pour vous protéger. Elle a écrit, et je cite, « Je veux que ma petite fille apprenne à nager seule, pas qu'elle passe sa vie à empêcher les autres de se noyer en la tirant vers le fond. » Point. Les larmes me sont montées aux yeux. Grand-mère. Elle avait tout compris, bien avant moi. Augustine a placé une part importante de sa fortune dans un fonds fiduciaire, a poursuivi Maître Valois. Un capital qui a travaillé pendant des années. Aujourd'hui, ce fonds s'élève à 600 000 €. J'ai eu un hoquet. Cet argent vous revient, Éléonore. C'est sa volonté. Elle voulait vous donner les moyens de votre indépendance, de reconstruire votre vie sur des bases saines, loin de leur influence toxique. En agissant comme vous l'avez fait ces derniers jours, vous avez, sans le savoir, activé la clause de son testament. Vous avez prouvé que vous étiez prête. Quand j'ai raccroché, je pleurais. Mais pour la première fois, ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de libération. Ma famille avait tissé une toile pour m'emprisonner, pour me déclarer folle et me dépouiller. Mais ma grand-mère, depuis sa tombe, venait de tisser un filet de sécurité pour me sauver. Elle m'avait laissé bien plus qu'un héritage financier. Elle m'avait laissé un message, tu n'es pas seule. Je crois en toi. Et cette croyance-là valait tout l'or du monde. Le jeu venait de changer. J'avais désormais les moyens non seulement de me défendre, mais de contre-attaquer. Et j'allais le faire, en son nom. Le lendemain de l'appel de Maître Valois, je me suis réveillée avec une sensation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, l'espoir. La conspiration de ma famille était monstrueuse, mais la clairvoyance de ma grand-mère l'était encore plus. J'avais désormais un allié inattendu et des ressources que mes ennemis n'avaient pas prévues. J'ai passé la matinée dans le bureau de Maître Valois. Malgré son âge avancé, son esprit était d'une vivacité redoutable. Ensemble, nous avons élaboré une stratégie en 2 temps, défense et attaque. La phase de défense était primordiale.
Il a immédiatement contacté le Conseil de l'Ordre des médecins pour signaler le praticien qui aurait fourni un certificat de complaisance à Maxime. Une enquête déontologique allait être ouverte. Ensuite, il a rédigé une lettre circulaire, un chef-d'œuvre de jargon juridique intimidant, que nous avons envoyé à toutes mes institutions financières, à mes partenaires d'affaires, et au syndic de copropriété de tous mes immeubles. Cette lettre les informait qu'une tentative de fraude et de déstabilisation était en cours à mon encontre par un membre de ma famille, et que toute communication ou demande provenant d'une autre personne que moi-même ou mon avocat devait être considérée comme nulle et non avenue et signalée immédiatement. C'était l'équivalent de changer toutes les serrures de ma forteresse et de poster des gardes à chaque porte. Pendant que Maître Valois s'occupait de la partie juridique, je m'occupais de la partie personnelle. Je savais que pour avancer, je devais faire le ménage dans mon propre espace de vie, dans ma propre tête. En rentrant chez moi, j'ai pris une décision radicale. J'ai attrapé plusieurs grands sacs poubelles. J'ai fait le tour de mon appartement et j'ai commencé à en retirer tout ce qui me rappelait ma famille. Pas seulement les photos. Les petits bibelots que ma mère m'avait offerts, le service à vaisselle hérité de ma grand-tante, les livres que mon père m'avait donnés. Tout ce qui était imprégné de leurs souvenirs, de leur influence, de leurs mensonges. C'était un processus douloureux. Chaque objet ravivait un souvenir, une illusion de bonheur passé. Mais je savais que c'était nécessaire. Je ne pouvais pas guérir dans un environnement qui me rappelait constamment mes blessures. J'ai rempli 3 grands sacs. Je ne les ai pas jetés. Je les ai descendus à la cave, à côté de la boîte de photos. Un mausolée de ma vie d'avant. Quand j'ai eu terminé, l'appartement semblait plus grand, plus lumineux, mais aussi plus vide. J'ai ouvert les fenêtres en grand, laissant l'air frais de l'automne chasser les derniers fantômes. C'est à ce moment-là que Bastien est rentré. Il a vu les espaces vides sur les étagères, les murs nus. Il n'a pas eu besoin d'explication. On va repeindre, a-t-il dit simplement. Le week-end suivant, nous l'avons fait. Armés de rouleaux et de pots de peinture, nous avons recouvert le beige triste de mes murs par un blanc lumineux et un bleu apaisant. En travaillant côte à côte, en riant, en partageant une pizza sur des cartons au milieu du salon, je me suis senti revivre. Je ne faisais pas que repeindre des murs. Je reprenais possession de ma vie, de mon espace. Je créais un nouveau, chez moi, un sanctuaire où la toxicité de ma famille ne pourrait plus jamais entrer. La phase d'attaque a été plus discrète, mais tout aussi efficace. Maître Valois a engagé un détective privé. Pas pour espionner ma famille, mais pour enquêter sur les dettes de jeu de Maxime. Nous devions comprendre à qui il avait affaire, quelle était l'étendue de sa désespération. Les informations que nous avons reçues quelques jours plus tard étaient pires que ce que nous imaginions. Maxime ne devait pas de l'argent à un casino. Il devait de l'argent à des gens bien plus dangereux, des usuriers connus des services de police. Cela expliquait son audace et son mépris total des conséquences. Il ne se battait plus pour son confort, il se battait pour sa survie. Cette information a changé ma perspective. Mon frère n'était pas seulement un homme faible et jaloux. C'était une bombe à retardement. Et il venait de la dégoupiller au milieu de ma vie. Je savais que le silence qui régnait depuis quelques jours n'allait pas durer. Il était acculé. Et un animal acculé est capable des pires folies. J'avais barricadé les portes, mais j'avais le sentiment qu'il trouverait un autre moyen de s'introduire. La question était, quand et comment? Le temps s'est étiré, lourd et angoissant. Chaque jour qui passait sans nouvelles était une petite victoire, mais aussi une source de tension supplémentaire. La menace planait, invisible mais palpable. Le délai de 30 jours que j'avais fixé dans mes lettres recommandées est finalement arrivé à son terme. C'était le jour J. Le jour où la réalité allait frapper à leur porte de manière implacable. Je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. C'est la régie qui m'a appelé. L'agent de location avait une voix embarrassée. Aucun des membres de ma famille n'avait répondu à la proposition de nouveau bail. Ils n'avaient pas non plus donné leur préavis de départ. Ils pratiquaient la politique de l'autruche, espérant sans doute qu'en ignorant le problème, ils disparaîtraient. La procédure d'expulsion allait devoir être lancée. Les nouvelles de leur chute ne me sont pas parvenues directement, mais par des échos, des bribes de conversations rapportées. C'est ma cousine Élodie, la fille de la sœur de mon père,
qui a joué le rôle de messagère involontaire. Elle m'a appelé un samedi matin, sous un prétexte futile, mais je savais qu'elle était en mission de reconnaissance. Alors, comment vas-tu? A-t-elle demandé avec une fausse sollicitude. On s'inquiète, tu sais. Tante Sylvie a l'air si fatiguée en ce moment. J'ai joué le jeu, ah bon? Que se passe-t-il? Et elle m'a tout raconté, avec un mélange de pitié et de délectation morbide. Mes parents avaient dû quitter leur appartement de la Croix-Rousse à la hâte. Ils avaient trouvé un logement social à Villeurbanne, dans une de ces grandes barres d'immeubles sans âme des années 70. L'appartement était, selon Élodie, minuscule et bruyant. Mon père, qui passait ses journées à critiquer le gouvernement et les « assistés », était maintenant lui-même un locataire du parc social. L'ironie était cruelle. Pour compléter leurs maigres revenus, il s'était inscrit comme chauffeur VTC. Je l'imaginais, au volant de sa vieille berline, transportant des inconnus à travers la ville qu'il avait autrefois prétendu dominer. L'image ne m'a procuré aucune joie. Ma mère, qui n'avait pas travaillé depuis près de 40 ans, avait trouvé un emploi de caissière dans un hypermarché. Élodie l'avait croisée. Elle avait l'air si perdue, ma pauvre tante, avec son uniforme trop grand pour elle. Quant à Maxime et Corinne, ils avaient été les derniers à partir, s'accrochant à leur appartement jusqu'au dernier moment. Ils avaient fini par trouver un petit 2 pièces meublé à la location, quelque part à Vaux-en-Velin. L'empire familial s'était effondré, ses membres dispersés aux 4 coins de l'agglomération lyonnaise. Un après-midi, en rentrant d'un rendez-vous, je l'ai vu. C'était bien lui. Mon père. Il était garé en double file devant la gare de la Part-Dieu, attendant un client. Il était avachi sur son siège, le regard vide, fixant le défilé des voyageurs. Il avait vieilli de 10 ans. Ses épaules, autrefois si larges, étaient voûtées. L'arrogance avait disparu de son visage, remplacée par une immense lassitude. Nos regards se sont croisés à travers le pare-brise. Il y a eu une seconde de flottement, un éclair de reconnaissance. Puis il a détourné les yeux, avec un mélange de honte et de colère. J'ai continué ma route, le cœur lourd. Ce n'était pas de la pitié que je ressentais. C'était plus complexe. C'était le deuil. Le deuil de l'image que j'avais eue de mon père, le deuil de la famille que nous n'avions jamais été. Je ne souhaitais pas leur malheur. Je souhaitais simplement qu'ils comprennent. Mais en voyant la haine dans le regard de mon père, j'ai compris qu'ils ne comprendraient jamais. Pour eux, je resterais à jamais la coupable, la traîtresse qui avait détruit leur petit confort. Je pensais que cette chute les calmerait, qu'ils seraient trop occupés à survivre pour continuer à me nuire. C'était une erreur de jugement. Je sous-estimais la capacité de nuisance d'un homme qui n'a plus rien à perdre. C'est quelques jours plus tard que j'ai reçu l'appel de Monsieur Durand. Sa voix suave et polie était bien plus effrayante que les hurlements de mon père. J'ai compris que Maxime n'avait pas abandonné. Il avait simplement changé d'arme. Il n'utilisait plus la culpabilité ou l'intimidation. Il avait sorti l'artillerie lourde, en s'alliant avec quelqu'un qui jouait dans une autre catégorie. Le vrai combat, le plus dangereux, ne faisait que commencer. La voix de Durand au téléphone était comme du velours cachant des lames de rasoir. Il se présentait comme un médiateur, un homme d'affaires pris au milieu d'un malentendu familial. Chaque mot était choisi, calibré. Je savais que rien n'était laissé au hasard. C'était un professionnel de la manipulation. Je crois que votre frère a agi sous le coup de la panique, a-t-il dit. Il m'a parlé de vous avec beaucoup d'affection, malgré vos différends actuels. Je pense qu'une conversation entre adultes responsables pourrait tout arranger. Une conversation. Un piège, oui. Mais j'ai accepté. Refuser aurait été un signe de faiblesse, de peur. Et je n'avais plus peur. Très bien, Monsieur Durand. Demain, 15 heures, au bar de l'Hôtel-Dieu. Mais je vous préviens, je ne serai pas seul. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Maître Valois. Sa réaction a été immédiate, excellente idée. C'est un bluffeur. Il faut voir son jeu. Je serai là. Ensuite, j'ai appelé Bastien. Sa première réaction a été de vouloir m'accompagner pour surveiller mes arrières. Mais je lui ai demandé de rester en retrait. Ceci est un jeu d'échecs, pas un combat de rue. Ta place est de me soutenir,
pas de te battre à ma place. J'ai besoin de savoir que tu es là, mais pas à cette table. Il a compris. Le lendemain, Maître Valois et moi sommes entrés dans le grand dôme de l'Hôtel-Dieu. L'endroit était spectaculaire, un mélange parfait d'ancien et de moderne. Durand était déjà là, dans un fauteuil club, l'air parfaitement à son aise. Il s'est levé pour nous saluer, tout en sourire. Un vrai serpent. Nous nous sommes assis. C'est Maître Valois qui a ouvert les hostilités. Monsieur Durand, nous sommes ici pour écouter ce que vous avez à nous dire. Mais que les choses soient claires, ma cliente ne cédera à aucune forme de pression ou de chantage. Durand a ri. Un petit rire sec. Maître, je ne suis pas un gangster. Je suis un investisseur. Et votre cliente a un patrimoine qui m'intéresse. Son frère m'a fait une proposition. Maladroite, certes, mais intéressante. Il a alors exposé son jeu, avec une franchise désarmante. Il a confirmé que Maxime lui avait proposé de l'aider à me faire mettre sous tutelle, en échange d'une part substantielle de mon patrimoine. Il a sorti de sa mallette une copie de la fausse procuration. Un travail d'amateur, a-t-il commenté en la jetant sur la table. Mais la tentative est là. Puis il a sorti une autre liasse de papier. Ça, par contre, c'est plus intéressant. Ce sont les reconnaissances de dettes de votre frère. Il y en a pour près de 150 000 €. Auprès de personnes, très peu patientes. Il est dans une situation intenable. Il m'observait, attendant une réaction. Je suis resté de marbre. Alors voilà mon offre, mademoiselle Renaud, a-t-il dit en se penchant vers moi. Elle est simple et propre. Je suis très intéressé par votre immeuble du quai Saint-Antoine. Je sais qu'il est estimé à environ 1,2 million d'euros. Je vous en offre 800 000 €. Cash. Vous signez la vente, et en échange, je vous remets tous les documents compromettants que votre frère m'a donnés, j'efface ses dettes auprès de mes amis, et je disparais de votre vie. C'est un marché gagnant-gagnant. Vous achetez votre tranquillité, et vous sauvez votre frère d'une situation très désagréable. Le piège était parfait. Il me mettait face à un dilemme moral. Soit je perdais 400 000 € et je sauvais mon frère indigne, soit je refusais et je le laissais potentiellement se faire tuer par ses créanciers. Il jouait sur ma corde sensible, sur le dernier vestige de mon sens du devoir familial. Je l'ai laissé parler. J'ai attendu qu'il ait fini son petit numéro. Puis j'ai pris la parole, ma voix calme et posée. Monsieur Durand, je vous remercie pour cette proposition très créative. Mais je crois que vous faites plusieurs erreurs d'analyse. Il a haussé un sourcil. Premièrement, vous présumez que j'ai encore un quelconque sens du devoir envers mon frère. Ce n'est plus le cas. Ses dettes sont son problème, pas le mien. Il est majeur et vacciné. Deuxièmement, ai-je continué, vous pensez que ces documents compromettants me font peur. Mais tout ce qu'ils prouvent, c'est que mon frère est un escroc, et que vous êtes son complice potentiel. Nous avons déjà déposé une plainte contre lui, et nous nous ferons un plaisir d'y ajouter votre nom pour tentative d'extorsion. Le sourire de Durand a commencé à se crisper. Et troisièmement, ai-je conclu en sortant mon téléphone de mon sac, vous avez commis l'erreur de penser que je viendrais à cette réunion sans prendre mes précautions. J'ai appuyé sur l'écran. L'application dictaphone était ouverte. L'enregistrement tournait depuis le début de notre conversation. Je lui ai montré l'écran. Chacun de vos mots est enregistré. Je pense que le procureur sera très intéressé par votre offre amicale. Le visage de Durand a changé de couleur. La confiance a laissé place à une fureur glaciale. Il a compris. Il avait perdu. Il s'était cru plus malin, mais il avait sous-estimé sa proie. Il s'est levé d'un coup, a rangé ses affaires sans un mot. Maître Valois et moi sommes restés assis. Alors qu'il nous tournait le dos pour partir, il a lancé par-dessus son épaule, « Vous avez fait une grave erreur. Votre famille me doit une dette maintenant. Et je recouvre toujours mes dettes. » Puis il a disparu dans la foule du grand hôtel. La menace était réelle. Mais en le regardant partir, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti une force nouvelle. J'avais affronté le loup dans sa bergerie, et c'est lui qui avait fui. La partie d'échecs était terminée. Échec et mat.
La menace de Durand s'est évaporée comme une brume matinale. Confronté à un enregistrement qui pouvait l'envoyer directement en prison pour tentative d'extorsion, il a choisi la seule option intelligente, disparaître. L'enquête sur Maxime a suivi son cours, mais je m'en suis volontairement détaché. J'avais confié le dossier à Maître Valois, avec pour seule instruction de s'assurer que la justice suive son cours, sans acharnement de ma part, mais sans complaisance non plus. Pour moi, il faisait désormais partie d'un passé que j'étais déterminé à laisser derrière moi. La véritable reconstruction pouvait enfin commencer. L'argent de ma grand-mère était sur un compte, attendant de trouver un sens. Il ne devait pas être un trésor de guerre, mais une semence pour l'avenir. Un avenir que je voulais construire avec Bastien. Ce fut lors d'un week-end à la campagne que l'idée a pris forme. Nous étions assis au bord d'un lac, le silence seulement troublé par le chant des oiseaux. Toute ma vie, j'ai investi dans la pierre pour gagner de l'argent, ai-je dit à Bastien. Et si, pour une fois, on investissait dans la pierre pour créer du bien? Son regard s'est éclairé. Qu'est-ce que tu as en tête? On crée notre société. À nous deux. On achète des vieux appartements, des passoires thermiques que personne ne veut. Tu les rénoves, avec tes mains, avec ton savoir-faire. On en fait des logements beaux, sains, écologiques. Et on les loue à des gens qui en ont vraiment besoin, à des prix justes. On ne deviendra pas milliardaire, mais on rendra un peu de ce que la vie m'a donné. Le sourire de Bastien était la plus belle des réponses. C'est ainsi qu'est né Héritage Valois. Le nom était une évidence. C'était l'héritage de ma grand-mère, pas seulement financier, mais moral, que nous allions faire fructifier. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités joyeuses. Nous avons trouvé un petit bureau, créé notre site internet, obtenu les agréments nécessaires. Notre premier projet fut un petit immeuble de 3 appartements dans le quartier de la Guillotière, un quartier populaire et cosmopolite de Lyon. Le bâtiment était en piteux état, mais il avait une âme. Je n'avais jamais vu Bastien aussi heureux. Il était dans son élément, dirigeant une petite équipe d'artisans, cassant des cloisons, refaisant la plomberie, choisissant des matériaux durables. Moi, je passais mes journées à négocier avec les fournisseurs, à monter les dossiers de subvention pour la rénovation énergétique, à préparer les futurs contrats de location. Nous étions fatigués, mais c'était une bonne fatigue. La fatigue de ceux qui construisent. Le jour où nous avons terminé le premier appartement, nous avons sabré le champagne au milieu de l'odeur de peinture fraîche. L'endroit était méconnaissable. Lumineux, fonctionnel, beau. Notre première locataire fut une jeune femme nommée Sarah, infirmière et mère célibataire d'un petit garçon de 5 ans. Elle cherchait un logement décent depuis des mois, sans succès. Quand elle a visité l'appartement, ses yeux se sont embués de larmes. « Je n'arrive pas à y croire », a-t-elle dit. « C'est parfait. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir me le permettre. » Quand je lui ai annoncé le montant du loyer, elle m'a regardé, incrédule. « C'est une blague ? C'est 30% moins cher que tout ce que j'ai visité. » « Ce n'est pas une blague, ai-je répondu avec un sourire. « Bienvenue chez vous. » En lui tendant les clés, j'ai ressenti une émotion 1000 fois plus forte que toutes celles que j'avais pu connaître en signant un gros contrat. J'avais aidé quelqu'un. Concrètement. J'avais offert un foyer sur un enfant. C'était ça, le véritable héritage de ma grand-mère. Notre vie a trouvé un nouvel équilibre. Nous avons quitté mon grand appartement du centre-ville, trop chargé de fantômes, pour une petite maison avec un jardin dans les Monts d'Or. Le soir, nous ne parlions plus de problèmes familiaux, mais de plans de rénovation et de projets d'avenir. J'ai appris à faire la différence entre un rail et un montant, et Bastien a appris à lire un bilan comptable. Je ne pensais plus à eux. Parfois, une pensée fugace me traversait l'esprit. Que devenait-il ? Mais la question ne suscitait plus ni colère, ni tristesse. Juste une indifférence polie. Ils avaient été les architectes de leur propre malheur. Moi, avec l'aide de Bastien et le souvenir de ma grand-mère, j'étais devenu l'architecte de mon propre bonheur. Un bonheur simple, solide, construit sur des fondations saines. Un bonheur qui, je le savais, ne pourrait plus jamais être ébranlé. Près d'1 an s'est écoulé. Une année de travail acharné, de petites victoires et de grands bonheurs. Héritage Valois prospérait.
Nous avions déjà rénové et loué 6 appartements, et nous étions en train d'attaquer notre deuxième immeuble. J'avais trouvé un rythme, une paix intérieure que je n'avais jamais connue. Et puis, un matin de printemps, elle est arrivée. Une lettre. Dans la pile de factures et de publicités, l'enveloppe bleu pâle détonnait. L'écriture manuscrite, fine et tremblante, était celle de ma mère. Mon premier instinct fut de la déchirer sans l'ouvrir. À quoi bon? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien me dire qui n'avait pas déjà été dit? Mais la curiosité, ou peut-être un dernier reste de ce lien qui nous avait unis, a été plus forte. Je l'ai ouverte. La lettre faisait 4 pages. 4 pages d'un flot de conscience confus, où les regrets se mêlaient aux justifications, les excuses aux reproches. Elle me racontait leur vie difficile. Mon père, dont le dos le faisait souffrir à force de conduire. Elle, dont les mains étaient abîmées par le travail à la caisse. Elle parlait de Maxime, qui avait évité la prison de justesse mais qui était perdu. Elle disait que mon père ne parlait jamais de moi, mais qu'elle savait qu'il regrettait amèrement sa fierté. Puis venait le passage que j'attendais, le véritable but de cette lettre. Je sais que nous t'avons fait du mal, ma chérie. Mais tu as été si dure, si inflexible. La famille, c'est fait pour se pardonner. Ne penses-tu pas qu'il est temps de mettre tout ça derrière nous? Ton père et moi ne sommes plus tout jeunes. Nous aurions besoin. Elle n'a pas terminé sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Besoin de ton aide. Besoin de ton argent. J'ai posé la lettre sur la table de la cuisine. Il n'y avait plus de rage en moi. Il n'y avait même plus de tristesse. Juste un constat, froid et lucide. Ils n'avaient rien compris. Ils ne comprendraient jamais. Leurs regrets n'étaient pas liés au mal qu'ils m'avaient fait, mais aux conséquences que leurs actes avaient eues sur leur propre vie. Leur demande de pardon n'était qu'une nouvelle tentative de manipulation, drapée dans les habits du sentimentalisme familial. Je n'ai pas déchiré la lettre. Je l'ai pliée et je suis descendue à la cave. J'ai ouvert la grande boîte en carton où dormaient les vestiges de ma vie d'avant. J'ai glissé la lettre à l'intérieur. Sa place était là, avec les sourires figés des photos, dans le musée de ce qui n'était plus. J'ai refermé la boîte, peut-être pour la dernière fois. En remontant, j'ai vu Bastien qui rentrait du jardin, les mains pleines de terre, un panier de tomates cerises à la main. Il m'a souri. Ce sourire simple et authentique contenait plus d'amour et de loyauté que toutes les lettres du monde. Il était ma famille. La famille que j'avais choisie. Mon histoire est une histoire de trahison, mais c'est aussi, et surtout, une histoire de reconstruction. La leçon que j'en ai tirée est celle-ci: vous ne pouvez pas changer les gens, mais vous pouvez changer la place que vous leur donnez dans votre vie. Le respect de soi n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de survie. Tracer des limites n'est pas un rejet, c'est une protection. Et parfois, le plus grand amour que l'on puisse se porter, c'est de choisir de s'éloigner de ceux qui nous empêchent de grandir. Merci, du fond du cœur, d'avoir écouté mon histoire. Votre soutien, vos commentaires, votre présence, même à distance, m'ont donné la force de continuer à partager. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui a fait écho en vous, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires de résilience et de courage. Mais j'aimerais surtout vous donner la parole. La section des commentaires est votre espace. Racontez-moi vos propres batailles. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour vous protéger? Comment avez-vous trouvé la force de dire « stop » ? Vos histoires sont précieuses. Elles prouvent que nous ne sommes pas seuls face à l'adversité. En partageant, nous créons une communauté de soutien, une chaîne de solidarité invisible mais puissante. Alors, n'hésitez pas à raconter votre histoire. Affirmez votre force. Car la limite que vous tracez aujourd'hui est la fondation de votre paix et de votre bonheur de demain. Merci à tous.